une édition Glénat. Oui. Parfois, ma compagne, avec laquelle j'ai eu 2 enfants, me disait je me demande si t'aimes pas plus tes vaches que les êtres humains, quoi. Tellement j'y passais du temps. À les observer, à avoir une compréhension de chaque animal. Tout petit, j'ai dû aimer les vaches. Je devais traîner dans les jambes à mes parents, à les voir, à les observer. Et comme j'ai toujours vécu avec, euh, ça m'a vraiment, sûrement, donné un amour inconsidéré d'un être vivant qu'est un animal, et sur lequel j'ai fait beaucoup parfois de jugements humains sur même la manière dont cette vache pouvait se comporter parfois. Oui, euh, alors pas toutes bien sûr, mais je ne sais pas quel sentiment elles pouvaient avoir. Mais c'est vrai qu'il y a des animaux, des vaches ou des taureaux de la race que j'élevais, euh, qui m'ont donné beaucoup et dont je sentais il y avait une confiance qui s'établissait entre l'animal et moi, qui n'était pas permis avec tous les animaux, avec toutes les autres vaches, mais qui faisait que on peut considérer, oui, qu'on recevait aussi de la confiance et de l'amour de l'animal. Non, je pense que il y a certainement, euh, si on donne la réalité de la définition d'un éleveur, il y a certainement des gens qui ont élevé des animaux domestiques et des vaches, et qui n'avaient pas beaucoup de relations avec. Ma mémoire visuelle et ma mémoire intellectuelle travaillaient sur tous les aspects de la généalogie de l'animal qui arrivait au monde. Et toute sa vie, je le suivais, je l'accompagnais. La destination de mes animaux, c'était quand même de produire de la viande, donc de les emmener jusqu'à la mort. Il n'y a jamais deux animaux bovins, deux vaches qui se ressemblent exactement, ni d'une manière physique, ni dans ses réactions propres. Et donc à partir du moment où on individualisait ce travail, il y a une dimension humaine derrière ce travail d'élevage qui a été rompu très vite par des systèmes agricoles hyper spécialisés qui ont amené à nier et à renier ce lien à l'animal. Ce terrain, je vais y mettre, je sais pas, des curcubitacées ou autre chose pour que ça détruise bien le terrain et que ça le nourrisse et tout. Voilà, je veux faire, ça fera un petit jardin en hauteur. Il n'y avait aucun arbre sur le terrain quand on a repris la maison qu'avait acheté mon père, cette toute petite ensemble. Et après, c'est tout planté. Donc, chêne, tilleul. Et je trouve que le tilleul, c'est super beau et ça pousse. Euh, c'est très agréable en plus. Et puis bon, on peut quand même se faire des tisanes avec. J'ai planté, là j'ai un, deux, trois, quatre pommiers. Voilà, tranquille. Le long du mur, j'avais mis l'an dernier des artichauts. Bon, je ne sais pas s'ils vont redémarrer, je vais voir. Pour moi, c'est travailler, je dirais,
en termes écologie globale, vraiment à participer à remettre de la végétation et tout. Tu vois, là, ça c'est un cormier, ça. Voilà, et qui va se développer. Après, je laisse redévelopper encore, tu vois, des plantes sauvages un peu. Ça ne peut qu'améliorer toutes les conditions de biodiversité et tout. Voilà. C'est une profession qui permet de toucher à un éventail de fonctions, de métiers, de savoirs, et qui est très... où toutes les disciplines doivent être présentes et exister. J'ai toujours eu cette volonté de défendre, d'abord d'être dans ces métiers, tout en essayant de l'expliquer et de le défendre. Certains me disaient, tu fais ce métier-là comme une vocation. C'était un peu la continuité de mon père qui faisait de l'élevage, mais c'était surtout mon grand-père maternel étant éleveur, étant un éleveur notable en race charolaise, nous avait donné envie tout petit, quand on allait chez lui, quand on allait chez mes oncles, de devenir un élevage réputé. Cet élevage charolais ne pouvait exister et demeurer que si l'ensemble de l'exploitation fonctionnait. C'est-à-dire si les cultures, si le matériel, sur les bâtiments permettaient de conduire cet élevage charolais. Et donc, on était tous interdépendants complètement les uns par rapport aux autres, et capables de se remplacer ou de faire face à n'importe quelle tâche à un moment donné. Et venait le noyau de Saône-et-Loire, et après elle s'est énormément développée sur le plan de l'innovation technique dans la Nièvre, et donc la création de la race charolaise en 1864 a été réalisée, et le premier livre généalogique qui a montré tout le travail sur les lignées animales et tout, vient du département de la Nièvre, là où habitait mon grand-père. Dans cette association, j'ai eu des responsabilités toute ma vie. Jeune éleveur charolais dans une association, et ensuite au livre généalogique, c'est-à-dire qui gérait cette association de 2500 éleveurs qui était répartie sur toute la France, et où on avait aussi des correspondants à l'étranger. Et comme la race charolaise, par son essor, avait peuplé 70 pays dans le monde, dans lequel j'ai eu des échanges et tout, elle avait une importance fondamentale sur des critères techniques objectifs, c'est-à-dire comment on peut sélectionner des bovins capables de s'adapter sur n'importe quel territoire avec des conditions agro-pédoclimatiques différentes. Alors ça, c'est un taureau qui est né en 90, qui s'appelait Exceden, et il est sorti premier de sa génération. Il a été exposé au salon de l'agriculture, et il a produit plusieurs millions de doses de sperme qui ont été exportées sur tous les continents. Donc c'est un taureau qui a contribué à beaucoup, fait parler de l'élevage, et a permis de tirer parti de la génétique qu'on avait fait progresser dans notre élevage.
Là, on est très loin de l'élevage paysan. La société de génétique qui s'appelait Charolais Génétique France, que j'avais créée moi-même en étant président avec une cinquantaine d'éleveurs et de groupes coopératifs, a montré toutes les limites de l'artificialisation du domaine de l'élevage, parce que on allait concentrer ce travail génétique sur trop peu de souches à l'intérieur d'une race qui allait faire péricliter cette race. Les souches des animaux utilisées, comme la race Holstein, qui a été une race inventée de toutes pièces pour être une race qui s'adapte aux machines à traire et non pas qui s'adapte à un régime alimentaire différent, on a créé une race qui n'est capable de valoriser que du maïs et du soja. À travers ces schémas d'évolution de l'élevage, on est en train de fermer toutes les possibilités, toutes les hypothèses de travail quant à l'adaptation des espèces animales à tous les changements climatiques, les changements humains, les adaptations au territoire et tout. On est en train de générer des races standards adaptées à un système unique de production qui va nous emmener dans le mur. Être paysan, c'est une chose. Être sur une ferme, c'est aussi beaucoup de satisfaction. Mais d'avoir aussi une reconnaissance extérieure, certainement que c'était un objet de passion et un objet d'ouverture sur d'autres aspects qui nous sortent simplement du milieu de l'exploitation agricole. Avec mon père, quand on était jeune, on l'aidait au foin, on prenait plus de vacances à partir de 10-11 ans, on était aux travaux dans les champs pour l'aider, pour être partout. Quand on était sur des parcelles très enfermées, très éloignées de la vie, je dirais qu'on pouvait croiser, me semblait quand même un enfermement. Et donc, j'aimais avoir du paysage devant moi. Donc on a contribué bien ou mal aussi à reconnaître que le remembrement agricole qu'on a eu très jeune, quand on était jeune agriculteur, sur 2 communes où on exploitait les terres, ça pouvait être un avantage d'agrandir des parcelles et d'avoir aussi une ouverture sur les paysages. C'est-à-dire de pouvoir voir plus loin que simplement les bordures de la ferme. Il y a trop de luminosité, sinon on voit la forêt de Tronchet. Voilà. Alors là, j'avais fait des petites plantations de petits fruits ou autre chose, mais comme je les entretiens pas suffisamment, ça pousse en vrac en permanence. Ils continuent à mettre beaucoup de cerises. Le seul problème, c'est que les oiseaux, c'est eux qui en glanent le plus et le plus vite. Ça nourrit de toute façon la nature. Voilà. Le premier pays que j'ai visité en dehors de l'Europe, où j'étais allé pendant mes études, mais ça a été le Mexique. Et le Mexique a été la première association internationale de la race charolaise. La Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, c'était nos concurrents directs sur le plan exportation, parce que eux, ils avaient des éleveurs qui étaient implantés en Nouvelle-Zélande, en Australie, et ils essayaient de prendre la main sur la race charolaise pour être eux-mêmes les fournisseurs de la race sur des pays qui étaient dans le Commonwealth. L'importance de la race s'est fait ressentir en Chine, où là on a fait 3 exportations à quelques dizaines d'années différentes, pour créer d'autres races sur ces territoires, au Japon, et puis après aussi en Thaïlande, parce que
J'avais, au cours d'un voyage, rencontré quelqu'un qui était français, qui avait adopté toute la culture thaï et qui faisait du développement agricole dans l'est de la Thaïlande. Beaucoup la République tchèque, voilà, où je suis allé avant la chute du mur, pendant et après, et où on a monté des projets de développement d'agriculture à dimension humaine, derrière les fermes collectives qui s'étaient effondrées dans tous les pays de l'Est. Quand on était jeune, on a envoyé des animaux, beaucoup de femelles avec des quarantaines invraisemblables et tout, aux Bahamas, à Saint-Pierre-et-Miquelon pour le Canada. Et on a vendu un taureau qui s'appelait Conquérant, un taureau charolais à un éleveur du Texas. J'ai été président d'une société qui vendait des embryons, c'est-à-dire de la génétique, plus sous forme d'animaux vivants qu'on transportait ou en bateau ou en avion sur l'Amérique du Nord. J'ai envoyé des embryons congelés au Canada et ils pouvaient partir aux États-Unis que s'ils avaient fait une étape de quarantaine au Canada, ce qui était invraisemblable. Et c'est à partir de là que j'ai été tellement passionné que j'ai réussi en 2014 à faire un bilan de 150 ans d'élevage charolais sur le plan de l'exportation, pourquoi cette race était devenue aussi importante, pourquoi elle avait été exportée dans 70 pays du monde, les États-Unis, mais après l'Amérique du Sud, le Brésil, hein, où j'ai aussi beaucoup exporté, et pourquoi en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, on arrivait aussi à exporter de la génétique. Tous les murs autour de ma maison, c'est toute de la pierre que j'ai ramenée ou qu'on avait là dans des vieilles granges et tout. On compte même pas le temps qu'on y passe, mais c'est aussi passionnant de réutiliser toutes ces pierres-là. Les matins, je fais un tour très tôt, souvent de fois, pour voir où en est tel petit arbuste que j'ai planté, tel lilas, tel pommier, s'ils démarrent plutôt les uns que les autres et tout. Et ça devient aussi passionnant que les animaux. Toute ma vie a été sur la ferme pendant jusqu'en 2014. Pour moi et mon frère avec lequel je travaillais, il a fini en 2018. À la verdure, au type de plante que je laisse presque naturellement, je trouve que c'est super sympa et je vais en faire d'autres parce que vraiment ça fait de la déco. J'ai assisté pendant 50 ans, je dirais, à la destruction complète de toutes les cultures vivrières, de tous les systèmes d'élevage qui pouvaient exister partout où j'ai pu aller ou être confronté à des échanges avec des éleveurs, en voyant que ce qui s'imposait à ces pays-là par le cynisme économique de certains, a essayé de standardiser et d'éliminer toute possibilité de culture vivrière. On ne parle plus de la vache qui produit le lait ou de la plante qui produit le blé. On parle d'un minerai qui est mis à disposition d'un système agro-industriel qui aujourd'hui nous emmène dans le mur et qui va emmener dans des famines que mon grand-père ou mes grands-pères me rappelaient en permanence. Le discours qu'on tient aujourd'hui sur la nécessité de produire pour produire dans des systèmes agro-industriels en disant que c'est pour nourrir la population et tout, non seulement c'est un discours éculé complètement, mais qui en plus est une contre-vérité. Quand il n'y a plus la dimension humaine, que quelqu'un ait 1 hectare, 10, 20, 100 ou 1000, quand il n'y a plus la dimension humaine qui est capable de cerner tous les tenants et les aboutissants qui fait fonctionner son système, il est mort. J'ai commencé à voir dans les années 2000 que là,
on était au bout d'un système d'exploitation qui était à son apogée en matière d'élevage. C'est dans ces années-là qu'on avait un cheptel allaitant à travers la race charolaise où on représentait 2 tiers des vaches en France de race à viande, à nous tout seuls. Et je me suis rendu compte que cette hégémonie et cette amplitude-là n'avaient pas de sens et pouvaient déstabiliser l'intérêt qu'on avait à conserver plein d'autres races, plein d'autres situations agricoles, plein d'autres systèmes différents et adaptés à des territoires. Ce qui pousse dans une direction, c'est à la fois un système de la PAC, c'est-à-dire un système agricole qui ne récompensait que la production, que les volumes, que les rendements, et aussi un système de non-dit, c'est-à-dire une population agricole dans un milieu et tout, regarde par-dessus la haie ou à les limites de son exploitation comment fait le voisin, et si ce que le voisin fait leur semble pouvoir être adapté sur leur exploitation, ils envisagent de faire pareil sans en connaître les tenants et les aboutissants et les contraintes. Pour un agriculteur, l'objectif, c'était toujours de s'agrandir ou de trouver plus grand. Et cet objectif-là, il était en plus motivé des fois par une famille ou des parents ou des grands-parents qui avaient vu aucune issue à l'installation par exemple d'enfants ou à leur propre choix à eux parce qu'ils ne pouvaient pas acquérir de terres supplémentaires pour exploiter. Ces mêmes gens qui avaient été dans des familles où je connais 3 générations, où souvent de fois le grand-père était métayer d'un propriétaire, et ensuite ils sont devenus fermiers par le fils, et après ils sont devenus propriétaires par le petit-fils, parce que de toute façon le système agricole qui fait que le foncier étant considéré comme une valeur refuge pour certains qui n'envisageaient aucune solution sociale de mutualité sociale, d'acquérir des terres, c'était pour la retraite une façon de dire eh ben, au moins j'aurai un pactole pour pouvoir me mettre à l'abri du besoin. Mon père a fait partie des gens qui, avec 4 fils, avaient comme objectif d'installer 4 enfants agriculteurs. Son objectif, c'était de trouver assez de fermes pour qu'on devienne tous agriculteurs. Le savoir ancien d'un certain nombre d'agriculteurs et d'éleveurs était totalement anéanti parce que la nouvelle manière de formater les agriculteurs par les lycées agricoles qui ont prospéré dans ces années-là ne voulait pas entendre parler des techniques et des savoirs que des générations d'éleveurs ou d'agriculteurs avaient acquis par l'observation, par la nature et par le vivant avec lequel ils étaient confrontés en permanence. On a considéré que l'animal était une machine et n'était pas un animal. Et donc, cette machine devait être pensée comme une machine à produire, c'est-à-dire à produire du lait. Donc, on a créé des races bovines qui produisaient du lait spécialisé et on a créé des races bovines qui produisaient de la viande et qui étaient spécialisées. Mais ce formatage, il a été conçu jusque dans la formation humaine et dans la transmission et tout.
En termes de développement agricole, dans les années exactement 84-5, au niveau de la FNGDAD, de la Fédération des groupes de développement agricole, je suis allé en Bretagne voir comment étaient formés les jeunes agriculteurs en Bretagne. Et je suis allé sur un lycée agricole qui avait été ouvert pas bien des années auparavant, où on formait les jeunes à l'agriculture. Et ça m'a frappé de voir que les jeunes qu'on fabriquait en Bretagne à l'agriculture, il n'y avait que deux options possibles. Ou ils étaient éleveurs de vaches laitières, ou ils étaient éleveurs de porcs. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Ça m'a posé question que notre race soit une race à robe blanche, uniforme, qui avait été cultivée aussi sur ses apparences. J'ai vu un des grands directeurs de ce pool de race au niveau charolais dire mais la race charolaise peut devenir dans le monde au même titre que la race Holstein, la race dominante de tout le secteur de la production bovine dans le monde. Et ça m'a dérangé, énormément dérangé. Parce que quand je côtoyais des gens au salon de l'agriculture, on était capable, au niveau des principaux responsables de la race charolaise, non seulement de ne pas être hégémonique et de ne pas être la race qui avait le plus d'animaux présents au niveau du salon de l'agriculture, mais de respecter même des toutes petites races ou des races en voie de disparition en considérant qu'elles avaient autant leur place et leur nécessité. Mon père, en se mariant avec une fille d'éleveur charolais d'une famille euh, très reconnue dans l'élevage de la race charolaise, euh, la dot de ma mère, ça a été d'amener 7 vaches de chez mon grand-père maternel, 7 vaches inscrites au livre généalogique de la race charolaise à mon père. Et mon père, en développant son exploitation et l'élevage, nous a mis dans une situation où la fierté, je dirais, familiale, c'était d'être un paysan éleveur reconnu avec des animaux de qualité. Les gravures rupestres dont il fait état là, qui viennent d'Algérie, montrent que le bovin était présent derrière le roc des cavernes, était présent partout, sur tous les continents et dans tous les pays. On sent vraiment que l'homme, et que dans toutes les grottes et partout, à Lascaux, les bovidés représentés ont été sûrement dans les premières domestications. Très belle photo, magnifique. Les tableaux que mes parents ont eu d'un peintre local qui s'appelait Gohin. C'était une famille qui habitait à Saint-Pierre-les-Bois. L'ensemble de la famille du côté maternel était tellement plongé dans cette réalité de la race charolaise et aux premières loges que j'avais un oncle ou deux qui était particulièrement aiguisé sur tout l'historique du bovin et qui était passionné. Et j'avais un oncle dans l'Allier qui a pas mal voyagé et qui, lui, en faisant une porte ouverte dans son élevage, était capable d'inviter
des peintres ou des gens qui faisaient des œuvres d'art à exposer en même temps qu'ils faisaient visiter et découvrir son exploitation et son troupeau. Le premier avec lequel j'ai été me promener au salon d'agriculture à Paris en 73, il s'appelait Favori. Bon, c'était un taureau qui faisait 1250 kilos. Il a eu une descendance d'un de ses fils qui s'appelait Lancelot et qui a été premier prix à Paris en 1977. Moi et Pierre, avec lequel j'ai été agriculteur toute ma vie et jusqu'à la fin, jusqu'à ma retraite, on avait combiné une qualité de vie et de travail qui nous permettait de libérer suffisamment de temps pour les uns ou pour les autres pour pouvoir passer du temps aussi avec nos familles. Mais dans nos enfants, ils ont choisi ce qu'eux voulaient choisir. On leur a jamais dit qu'on faisait le plus mauvais métier du monde, comme certains de mes amis ou certains autres éleveurs ou autres paysans ont dit à leurs enfants, on s'est jamais plaint de notre métier, dans le sens où on le faisait en sachant les contraintes, les difficultés, voire et tout. Et on y a pris tellement de plaisir, et je pense qu'on leur a offert la possibilité de faire les choix qu'ils avaient envie de faire eux-mêmes, dans d'autres professions ou dans d'autres métiers. Mais s'ils avaient dû être marqués par le métier qu'on faisait, et si ça leur avait fait envie, ils auraient pu aussi le décider, mais par eux-mêmes. On n'a jamais décidé pour eux de ce qu'ils devaient entreprendre. Il est isolé parfois de sa famille, parce qu'il travaille de trop, il travaille dans des conditions humaines parfois qui deviennent intolérables, les heures de tracteur et tout. Il est isolé de ses voisins, parce que s'il a pu se mécaniser tout seul, il a ignoré ses voisins et il n'a surtout pas partagé du matériel qu'il pouvait avoir à 2 ou 3 exploitations en commun. Et il n'avait qu'une porte de sortie, c'est-à-dire l'agrandissement. Et cette utopie et cette hérésie-là va les emmener à des impasses humaines, sociales, économiques, et je ne vois aucun avenir dans ces dimensions démesurées dans lesquelles on est tombé. Ce qui est certain, si aujourd'hui j'avais 20 ans et je reprendrais une exploitation familiale, je resterais sur l'idée qu'elle ne peut être que collective, c'est-à-dire que je ne l'entreprendrai pas tout seul, ça c'est clair. Je repartirai sur l'idée d'une polyculture élevage, c'est-à-dire que les équilibres du vivant nécessaires pour fixer des gens sur un territoire, c'est de faire prospérer l'ensemble des productions les unes à côté des autres ou sur la même exploitation. Ce qu'on voit arriver de positif, c'est quand même éventuellement des gens nouveaux. Et il y a quand même des gens, dans quelques nouvelles générations, qui essayent de monter des projets à dimension humaine. Pour prendre l'exemple que je soutiens depuis le départ, c'est les 3 sœurs de Tresblé qui ont monté leur propre petite exploitation, qui sont pas immenses du tout, avec une production limitée, mais qui sont capables de toute la transformer et surtout d'amener d'autres producteurs avec eux à valoriser l'ensemble de leur production directement vers les consommateurs qui sont autour d'eux. Je suis en train de donner la maison à mes enfants.
peu importe si que ça soit eux ou pas, de toute façon, je plante beaucoup là. J'ai encore remis plein d'arbres et d'arbustes tout le long sur les 2 hectares là. J'ai tout le temps vécu ici, voilà. Donc euh, ça fait partie de mon objectif de rester ici jusqu'au bout, tant que je peux, sans problème, voilà. Parce que le paysage me nourrit, ma maison. Beaucoup lire, être en méditation, surtout les soirs. Voilà. Je n'ai pas la télévision. Je mets tous les détritus de cuisine et tout au milieu et ça nourrit tout le sol qu'il y a autour. Là j'avais mis des tomates et l'an dernier j'ai mis des aubergines et des poivrons. C'est le privilège de la retraite, on dit, mais j'ai des occupations où le temps a passé, le timing et tout, il faut même que je le prévoie suffisamment parce que je suis dans 8 associations différentes. Voilà. Euh, les Amis de la Forêt de Tronchet, des associations 3B, une association dans l'Allier qui milite pour conserver un bocage et des haies dans le Bourbonnais, mais aussi dans le Cher, à Nature 18 maintenant. Après, l'association qui me passe le plus de temps, où je prends le plus de plaisir à échanger avec les gens qui s'occupent de cette association, c'est Rataf. Voilà. Et j'essaye d'être, d'aller dans d'autres types d'associations où le culturel, l'échange, rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui ont acquis du savoir-faire dans certains domaines culturels et tout, ça m'apporte beaucoup. Je lis entre 3 et 4 livres par semaine. Je m'oblige, je ne regarde pas la télévision. Et je trouve que de s'engager sur d'autres projets humains, culturels, euh, redevenir paysan au plein sens du terme, c'est-à-dire pas seulement avoir été agriculteur, mais de redevenir paysan, c'est-à-dire intégrer tous les environnements, tous les métiers, toutes les professions, tous les engagements des uns et des autres qu'on a sur un territoire. Et je limite ce territoire volontairement parce que j'ai quand même beaucoup voyagé et dans les responsabilités que j'ai eues, je m'aperçois qu'on peut être très vite isolé en partant loin et ailleurs, on peut être très vite isolé de la réalité du terrain dans lequel on vit. C'est pour moi la seule manière de casser les codes de fonctionnement. Parce que dans toute forme culturelle, que ce soit de l'écrit, de la littérature, que ce soit de la création artistique, que ce soit de l'art plastique, que ce soit de la peinture, que ce soit du théâtre, du cinéma, c'est la seule manière de casser les codes qu'on a en tête et les codes de fonctionnement d'une société qui, sans le savoir, est au bout du rouleau pour un certain nombre de fonctions, de professions. Je ne pouvais pas aller voir d'autres pays sans découvrir les lieux où on pouvait atterrir, ou les villes, ou les musées, ou les vacances et tout. Et puis, de par mon lien familial du côté de ma compagne, j'étais automatiquement, quand j'allais même sur une mission agricole, on en profitait toujours pour aller découvrir des sites, des lieux, des musées, des phénomènes culturels qui, en dehors de mon métier, m'étaient pas forcément accessibles dans mon propre environnement.
Je réutilise surtout du bois, du vieux bois d'acacia. J'essaye de finir un tas que j'avais stocké depuis plusieurs années. J'aime autant faire des trucs que j'arrive à bien maîtriser à peu près. Je reste persuadé que c'est en allant au-devant des jeunes qui arrivent dans le métier, voire des plus jeunes, voire des gens et tout, que je prends mon pied, je le dirais, en les rencontrant, en échangeant avec eux et en essayant de leur faire passer du témoignage et de transmettre des choses qui me semblent fondées et entre guillemets sans aucune prétention, qui sont aussi des formes de sagesse. C'est de savoir que la vie humaine, si on doit la régler que sur notre capacité à vivre entre 0 et 100 ans, je dirais globalement au maximum, est-ce qu'on a le droit en sachant que toute la pérennité de nos sociétés, de tout notre environnement, de toute la biodiversité, de toute notre humanité, peut prétendre seulement en une génération construire ou détruire tout avenir par rapport aux générations futures qui nous suivent.